L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons surtout en discuter de l'interview de Raphaël Varane. Un interview que j'ai trouvé ultra intéressant, où il nous parlait de l'ambiance du vestiaire, de ce qui s'est passé sous l'ère Ten Hag. Et dans la deuxième partie, nous allons discuter des différents news qui est apparu. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en introduction, dans cette vidéo, nous allons surtout parler de l'interview de Raphaël Varane et en deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des différents news qui est apparu. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, nous allons d'abord parler des deux commentaires que j'ai sélectionnés. Je vais donner mes avis dessus. Sur ce, le premier commentaire que j'ai sélectionné vient de Fatih Bari 95, où il nous dit: il faut rappeler que les jeunes dont on parle là n'ont jamais joué en première division et c'est pas le même niveau. Et ils sont pas entraînés suffisamment avec l'équipe d'abord. Donc il faut être un peu patient pour les prochains matchs. Il va les faire jouer, c'est sûr. Donc oui. D'ailleurs, Ruben Amorim, il a confirmé qu'il y a le FA Cup ou même l'Europa League. Il y a beaucoup de matchs qui restent, donc il va faire jouer les jeunes, c'est sûr, parce que Ruben Amorim aussi nous l'a confirmé. Donc, c'est vrai que les joueurs, ils n'ont jamais joué en première division. Mais, du coup, oui, c'est vrai aussi que Ruben Amorim voit ce que les joueurs proposent, enfin, les jeunes proposent pendant l'entraînement. Et donc, c'est lui qui a la décision de le lancer. Je suis tout à fait d'accord jusque-là. Mais là où, en fait, où j'étais pas d'accord avec Ruben Amorim, c'est que, en fait, j'en ai marre de ces joueurs princesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces joueurs-là qui remettent toujours la faute sur quelqu'un. C'est-à-dire, c'est la faute du coach, c'est la faute du tactique. Ils se sont jamais dit que peut-être, ok, faute du coach ou tactique. Mais ce que nous, on voit sur le terrain, c'est des joueurs qui ne montrent pas l'envie. Et ça me gave. Et je pense que vous êtes d'accord aussi avec moi là-dessus. Mais le pire dans tout cela, c'est que ces joueurs-là, ces joueurs princesses, ils touchent beaucoup. Beaucoup. Et ils ne proposent rien sur le terrain. Donc, quelque part, je vais vous expliquer mon raisonnement, les gars. En fait, je suis en train de me dire une chose. On n'arrête pas de perdre des matchs. Quitte à perdre, pour moi, vaut mieux perdre avec les jeunes. Parce que ces jeunes-là, ils ont faim, ils veulent prouver et ils vont pas avoir cette mentalité que ont par exemple des joueurs comme Diogo Dalot, comme Bruno Fernandes, des joueurs qui choisissent leur match pour performer. Donc c'est surtout là le problème. C'est surtout ça qui me gêne à Manchester United. C'est ça qui me gêne par rapport à ces joueurs-là. C'est les joueurs, ils ont pris le pouvoir. Et Manchester United, évidemment, on essaie de changer avec Amorim, avec le nouveau board. Donc, voilà, il faut aller au bout. C'est-à-dire que je veux pas non plus que Amorim favorise les Portugais. Parce que depuis le début de son mandat, de son arrivée, je me rappelle pas d'un match où j'ai pas vu Bruno Fernandes ou Diogo Dalot qui n'est pas titulaire. Évidemment, il y a les matchs où ils ont pris en rouge et coupé en rouge, mais ça compte pas. Donc voilà. Et oui, évidemment, je suis d'accord avec toi, Fatih Bari, c'est que Amorim, il va forcément lancer les jeunes. On est tous d'accord là-dessus. Et ça me fait plaisir de lire vos commentaires, les gars. N'hésitez surtout pas à commenter. Deuxième commentaire du jour que j'ai choisi, ça vient de Kus.
Franchement, les joueurs devraient se battre pour le maintien. Amorim ne doit pas changer son système, il doit juste mettre les jeunes joueurs. Oui, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Amorim, il doit surtout pas changer sa philosophie. Il doit surtout pas se mettre la pression par rapport à ça, parce que Ineos, ils l'ont recruté parce que évidemment ils l'ont regardé comment il jouait, quel genre de système. Est-ce que je pense même que Ineos a regardé si on avait les joueurs adaptés à ce système-là. Parce que s'ils l'ont pas fait ça, c'est que ils sont vraiment des nullards aussi. Donc voilà, on est parti chercher un Ruben Amorim qui jouait avec 3 défenseurs centrales, qui a un système qui utilise beaucoup de pistons ultra offensifs, qui a besoin d'un grand numéro 9. On l'a recruté et on savait tout cela. Même nous, même moi, par exemple, je regarde pas de championnat portugais. Pourtant, il suffisait juste de regarder quelques matchs du Sporting d'Amorim pour comprendre comment il jouait. Donc voilà, je pense que le board sait à quoi s'attendre. Et évidemment, on le sait tous aussi que il nous faut des joueurs. Donc, évidemment aussi que Ruben Amorim va forcément lancer les jeunes. Mais en fait, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment pas plu la dernière fois, les gars, je vais être honnête avec vous, c'est le fait que Ruben Amorim, il a pas fait des changements. Et surtout, c'est son excuse après le match. Comme quoi, l'équipe était en train de pousser. Mais oui, mais on était en train de perdre 1-0. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Donc voilà les gars, on va directement débuter par les différents interviews de Raphaël Varane. Et sur ce, voilà. Donc, Varane sur le fait de rejoindre Manchester United déjà. Il répondit du coup, c'est un club qui m'a toujours fait rêver. Le stade, les supporters, ce qu'ils représentent. Mais ça, c'était la grande épopée de Manchester United. Ou le Manchester de Ferguson qui gagnait tout. Le stade mythique. L'ambiance. Et Manchester United, ça reste vraiment... C'est un grand club. C'est un grand club d'Angleterre. Mais on est dans une phase... j'ai même plus envie de dire construction. Parce qu'on était dans une phase de perdition, carrément. On s'est perdu. Et ça, c'était la faute des Glazers. Et c'est ça le seul point positif que je trouve de Ineos, c'est qu'ils ont essayé de changer. Ils ont amené des nouveaux, des têtes d'affiche dans la direction pour changer. Mais voilà, c'était le club de rêve, enfin, le club qui a fait rêver Raphaël Varane. Donc voilà. Donc il enchaîne sur le fait que, évidemment, on lui pose la question par rapport à Erik ten Hag. Donc il répond, c'était l'inverse, c'est-à-dire de ce qui se passait, de ce qu'il avait connu à Madrid, au Real Madrid, avec des schémas de jeu assez rigides, définis à l'avance. Il y avait peu de flexibilité en termes d'adaptation sur le terrain. Le plan de jeu était très précis. Avec beaucoup d'informations, c'était différent. Donc, là, du coup, j'imagine que il est en train de parler de Madrid, en fait. Parce que il nous parle de flexibilité en termes d'adaptation sur le terrain, des plans de jeu très précis. Je pense pas qu'il y avait ça à l'époque Ten Hag à Manchester United. Du moins, j'ai pas vu ça sur le terrain. Là, je pense que il cible vraiment, il est vraiment en train de parler du Real Madrid. Du coup, il nous parle aussi de sa relation avec Erik ten Hag, où il nous dit c'est difficile de trouver les mots justes. C'était parfois très tendu, parfois il faisait l'effort d'écouter les commentaires des joueurs, parfois il prenait des décisions sans écouter les sentiments des joueurs. Il y a eu donc des hauts et des bas, c'était parfois
compliqué. Et ça, on l'a déjà remarqué. Déjà, rappelez-vous, hein, en début de saison, je me rappelle plus, c'était face à quelle équipe où Southampton, il me semble. Non, Aston Villa. Où Erik ten Hag, il n'a pas écouté les conseils de Ruud van Nistelrooy. Et ça a circulé d'ailleurs ce truc-là sur les réseaux. Et ten Hag, c'est quelqu'un de très têtu. Quand il a son idée dans la tête, c'est que il veut y aller jusqu'au bout. Et j'imagine que, et en plus, le motif de cette discussion-là avec Ruud van Nistelrooy, c'est par rapport au changement qu'il a effectué Erik ten Hag. Ruud, il avait proposé quelque chose d'autre, ten Hag n'a pas voulu l'écouter et voulait insister avec Bruno Fernandes. Et juste derrière, Ruud van Nistelrooy qui ajoute un petit tacle en disant ton équipe ressemble plutôt à une équipe de championship. C'était ce qui circulait parce qu'on n'avait pas vraiment la vidéo où Ruud disait tout cela, hein, mais c'était ce qui circulait et c'était confirmé par des sources sûres. Donc ten Hag, c'était quelqu'un de très très borné. Et maintenant on apprend dans cette interview de Varane qu'il ne prenait même pas le temps d'écouter les joueurs. Donc voilà. Donc il continue. J'ai tellement de respect et d'amour pour ce club que je ne peux qu'être positif. Même quand je souligne des choses qui ne vont pas, c'est bien intentionné et constructif. Il ne s'agit pas de pointer quelqu'un du doigt. Je souhaite simplement au club de réussir et j'espère qu'il réussira. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il y a des joueurs, quand ils quittent Manchester United, et là, je pense là à Paul Pogba, il crache sur le club. Que des critiques sans souligner les effets positifs. Et là, ce qu'il dit, Raphaël Varane, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire là, il critique le club, mais malgré tout, c'est constructif et c'est pour... en fait, il souhaite notre réussite quelque part. D'ailleurs, il le dit. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, et là, évidemment, les questions, ça s'est enchaîné. Et on lui a forcément demandé s'il est surpris par le maintien de Erik ten Hag quand il l'a vu débuter sa troisième saison. Et là, il nous répond « J'ai été surpris qu'il reste. La connexion avec le groupe n'existait plus. » La connexion, ça on a déjà remarqué que les joueurs l'ont lâché. Mais c'est ça en fait. Sur ce fait-là, c'est les caractères que j'aime pas des joueurs de Manchester United. C'est quand ils abandonnent le coach. Vous savez, Erik ten Hag, c'est pas le premier coach qu'ils ont abandonné. Plusieurs coachs par le passé étaient dans le même cas. C'est ça en fait, j'aime pas la manière dont il le dit, parce que c'est-à-dire si lui-même il a pensé comme ça, c'est que la majorité partie des joueurs ont pensé comme ça. Au bout d'un moment, les joueurs, ils doivent se mettre en question. C'est pas se dire quand est-ce qu'il se barre lui. Ça marche pas comme ça. Après, dans autre cas, c'est plutôt la faute à Ineos. On n'a rien fait l'année dernière à part remporter la FA Cup. C'était la FA Cup qui a fait que ten Hag est resté. Ineos a hésité. Parce que je peux vous garantir, s'il n'a pas remporté cette FA Cup, il aurait sauté. Mais là, avec le FA Cup qu'il a remporté, il a dit, écoutez, peut-être que j'ai mal fini, mais j'ai quand même rapporté des trophées. Donc Ineos a commencé à cogiter, et finalement, non, tu restes.
Pourtant, ils ont entamé des discussions avec des coachs. On parle là de Tourelle. Et il y avait plein d'autres noms, notamment le coach de Ipswich. Son nom m'échappe. Il y avait des noms qui circulaient. Pour au final, quelques mois plus tard, licencier Erik ten Hag. Non, Ineos, c'est là. Ça, je pense, c'était la première grosse erreur que vous avez commise. Il fallait licencier Ten Hag. À ce moment-là, à la fin de la saison. Faire venir un nouveau coach, ce nouveau coach qui va repartir en pré-saison avec les joueurs pour mettre en place pendant 3 mois son style de jeu et pour tout gagner derrière. Ça aurait dû se passer comme cela. Mais non seulement vous ne l'avez pas fait, mais vous vous êtes permis de licencier un coach en plein milieu d'une saison. Et là, on voit les conséquences. Parce que, évidemment, vous avez fait venir Ruben Amorim, mais il n'a pas les armes. Et surtout, ça prend beaucoup de temps pour inculquer cette nouvelle philosophie dans le groupe. Surtout avec des joueurs princesses comme on a. Voilà, c'est ce que je pense là-dessus, les gars. On enchaîne. Donc là, il nous parle de Madrid. À Madrid, il y a une façon définie de faire les choses à tous les niveaux du club. À Manchester, ce n'était pas assez clair ou défini pour savoir comment recruter, comment jouer, comment communiquer. Il n'y avait pas les mêmes procédures, les mêmes processus, la même structure. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. C'est le problème, on ne sait même pas à qui incombe la responsabilité. Cela doit être dû à la structure globale de l'organisation. Il y avait trop de personnes impliquées dans le processus décisionnel. On ne savait pas qui prenait réellement les décisions. Je ne peux pas dire qui était responsable, je ne sais pas. C'est quand même grave ce qu'il vient de dire. Parce que on a pointé du doigt le fait qu'on a des directions incompétentes. On a pointé du doigt les joueurs princesses. On a pointé du doigt les mauvaises décisions du coach. Mais là, en fait, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire Raphaël Varane, c'est plutôt un problème de structure. Manchester United est mal organisé. Et là, c'est grave, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce qu'il disait, mais moi, là, d'après ce que j'ai compris de ce texte-là, de son discours, c'est que c'est un problème de structure. Et plusieurs autres joueurs ont pointé du doigt le problème de structure à Manchester United. Et notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, Cristiano Ronaldo avait parlé plus ou moins, avait souligné plus ou moins ce qu'il était en train de dire là, Raphaël Varane. Il y a aussi Jesse Lingard qui est passé par là. Donc, j'espère vraiment que ça va changer, ça va s'améliorer. Parce qu'il faut avoir une bonne structure, un bon environnement pour aussi retrouver le haut niveau. Donc, on en a fini avec les différentes interviews de Raphaël Varane. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a lâché des bombes. Il nous a lâché quelques pépites, parce que là maintenant, on le savait, certains d'entre nous, je pense, savaient déjà que c'est plutôt lié à un problème de structure. Mais là, Raphaël Varane, il nous l'a confirmé. On ne sait même pas qui prend les décisions à Manchester, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées là-dedans. C'est ça la différence entre nous, Manchester United, et un Real Madrid, un Bayern Munich. C'est ça la différence. Voilà. Donc, Manchester United publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. C'est le news qui est sorti aujourd'hui. Donc, on apprend recettes commerciales en hausse. Idem pour les recettes de match. Mais baisse des revenus télévisuels par rapport à la participation à l'Europa League plutôt que la Ligue des Champions. Donc, bénéfice de
3,1 millions de livres sur le trimestre, mais en grande diminution par rapport à l'année précédente. Le total des revenus est en baisse de 12% sur un an. Pour l'exercice 2025, les prévisions anticipent des revenus de 650 à 670 millions de livres. Donc, du coup, question, c'est positif ou pas? Est-ce que c'est positif pour Manchester United ou pas? Pour ce qui est de ma part, non. Pourquoi ça sera positif pour nous? Les Glazers, ils vont tout prendre. Comme toujours, ils vont tout prendre. Et l'autre question, c'est par rapport aux dettes. Parce que oui, Manchester United possède des dettes. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne crois pas que c'est assez clair pour vous, mais on a des dettes. Et pourquoi ça n'a pas diminué? Le dette de Manchester United, ça ne s'est pas diminué, les gars. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils prennent tous nos bénéfices, mais ils n'injectent pas des sous, ils ne remboursent pas les dettes et l'intérêt des dettes ne cesse d'augmenter. Donc pourquoi ça sera positif? C'est bien beau tous ces chiffres qui montrent que on a fait de tels bénéfices, même s'il y a une petite diminution, même s'il y a une diminution due aux participations en Ligue Europa plutôt que la Ligue des Champions, etc., etc. Mais pourquoi les dettes n'ont pas diminué? C'est ça la question que je me pose du coup. Et on sait tous les Glazers. C'est pour ça que je voulais que ces mecs-là, ils vendent Manchester United à Tchèque Jassim. Parce que là, j'étais sûr que bye-bye Glazers. Surtout qu'il avait même prévu de rembourser nos dettes. Non, les gars, mais j'en rigole, mais c'est un sourire hypocrite que j'ai là. C'est pas vraiment ce qu'il y a au fond de moi. Quand je vois ça, là, je suis dégoûté. Donc, l'amortissement de l'emprunt n'a pas diminué. Donc, voilà. Et honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont apporté alors, Ineos? Parce que quand on voit tous ces chiffres-là, alors que Ineos, ils ont fait des changements au club, ils ont licencié plusieurs personnes, et au final, le bénéfice n'est pas comparable à celui de l'année dernière. Il y a quand même une baisse de 12%, avec beaucoup de licenciements du personnel, hein. Beaucoup d'argent économisé. C'est en grande partie aussi dû aux décisions que Ineos a prises, les gars. Par exemple, les 14,5 millions de livres incluent également les 4,1 millions de livres du départ de Dan Ashworth. Ou même, United a dépensé 9 millions de livres pour embaucher et licencier Dan Ashworth, qui est resté 159 jours en poste. C'est terrible ça, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous imaginez le pression qu'on a mis pour que Dan Ashworth signe à Manchester United. Et juste derrière, on le licencie parce que le Dan Ashworth s'est senti être mis à l'écart, etc. Cette baisse-là, les gars, c'est dû aussi à des mauvaises décisions qu'on avait prises. Hein. C'est pas... Voilà. Et ça aussi, ça, c'est des erreurs du nouveau board. Avec ces erreurs de casting. Et ça, c'est un truc qui me commence sérieusement à m'énerver.
Donc voilà, maintenant voyons le côté positif de tout cela. Là, on apprend que Giovanni Quenda a verbalement accepté les termes personnels de Manchester United. Autrement dit, le joueur il s'est déjà mis d'accord avec Manchester United pour son contrat, le salaire, etc. Il reste plus qu'à convaincre le Sporting, trouver la bonne offre et potentiellement Quenda sera un joueur de Manchester United. Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avance les pions. Si on arrive à faire ça avant la fin de la saison, conclure un pré-accord avec Sporting, ça veut dire que Quenda sera là pour la pré-saison avec Manchester United. Il peut partir avec Ruben Amorim, je pense que c'est aux États-Unis cette année, pour s'entraîner avec le groupe avant le début de la saison prochaine. Et ça me plaît beaucoup. Il faut faire les choses rapidement comme ça, les gars. Parce que, imaginez-vous, à chaque fois, on n'a pas tous les joueurs qu'on voulait acheter pour partir en pré-saison. Non, il faut faire les achats ultra rapidement pour que tous ces joueurs-là seront dans le groupe qui part en pré-saison pour s'entraîner, pour que Ruben Amorim met en place ses tactiques de jeu, etc. C'est ultra important, je trouve. Donc, là, on apprend que le 1958 a annoncé une manifestation pour les fans de Manchester United au sujet de la propriété du club qui aura lieu le 9 mars pour le match contre Arsenal. Enfin, les supporters décident à manifester. Donc, ça sera forcément Glazer out, peut-être Ineos out, parce que Ineos aussi est de plus en plus critiqué en ce moment. Donc, enfin, il faut montrer ça, les gars. Il faut montrer qu'on n'est pas content. Parce que sinon, eux, ils vont jamais le comprendre. Vous allez me dire, oui, mais il y avait beaucoup de manifestations par le passé, mais ils ne comprenaient rien. Oui, mais là, c'est Ineos, il faut les faire comprendre que nous, on n'est pas contents du tout pour les réveiller un peu. Évidemment, c'est pas en faisant une manifestation qu'ils vont partir le lendemain. Mais ça va les réveiller, ça va les pousser à se dire, ah ok, les fans, ils sont pas contents, donc on doit mieux faire, on doit mieux prendre les décisions. C'est ça ce que j'attends en fait. Donc c'est positif ça, j'adore l'idée et je vous soutiens les gars. Moi, je peux pas partir faire une manifestation, je suis pas là-bas. Donc, mais le cœur y est. Le corps, il n'est pas là-bas, mais le cœur y est, les gars. On est tous derrière vous. Donc, pour finir avec toutes ces informations-là, le PSG et Barcelone ont été alertés de l'intérêt de Mason Greenwood. Marseille l'évalue à environ 60 millions de livres sterling et Manchester United a une clause de revente de 50%. D'ailleurs, quand Greenwood nous a quittés, Greenwood c'était un joueur que j'ai adoré, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il est parti, etc. Mais c'était un joueur que la plupart d'entre nous, voire même la majorité d'entre nous, ont aimé. Mais pour des raisons extra-sportives, on a décidé de se séparer du joueur. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vente à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on a ajouté une clause de revente de 50%. Et avec les masterclass qui est en train de faire Greenwood en Ligue 1 cette saison, son prix, je pense, ça va encore augmenter. Mais déjà, Marseille l'évalue à 60 millions de livres sterling. En cas de vente à ce prix-là, Manchester United touchera 30 millions de livres sterling. Donc c'est intéressant, ça ferait encore des sous en plus pour pouvoir recruter si le transfert se confirme cet été. Ça ferait encore d'autres sous pour pouvoir acheter. Mais quel genre d'excuse encore va nous sortir Ineos? J'ai hâte de voir en fait l'été prochain quelle excuse ils vont nous sortir. Le jour où ils vont pas amener les joueurs dont on a besoin.
Voilà l'équipe, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Pour que, ne vous inquiétez pas, je vous réponds en général. Je réponds à tout le monde. Donc, si pour les nouveaux qui sont arrivés jusqu'à ce moment précis de la vidéo, abonnez-vous les gars, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous la famille. Ciao, ciao.